Nous sommes Koulibaly. Ouais, Bon, merci d'être venu. c'est un honneur et un plaisir pour moi. Et beaucoup de gens ne te connaissent pas. Bon, j'espère qu'à l'issue de ce podcast, ils apprendront beaucoup de ton parcours, qui pour moi est vraiment formidable. Bon, on est encore jeune, il reste beaucoup à faire, Oui. mais je pense que ça va inspirer pas mal de personnes. Maintenant, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement en quelques mots? Bon, en quelques mots, moi, c'est Mustapha Koulibaly. Mm. Je suis physiothérapeute. J'ai étudié au Venezuela, en Amérique latine. Un peu de résumé. La physiothérapie, c'est un peu large du mouvement. Permettre que toute personne puisse se lever, marcher sans douleur, sans faiblesse, sans paralysie, etc. Et ceci inclut tout type d'âge. Des enfants de 0, une semaine, jusqu'à les personnes âgées. Ma profession s'exerce, on peut dire, à tout le monde, à tout âge. Aujourd'hui, je suis gérant d'un centre de rééducation au Mali. On peut dire l'un des plus grands centres de rééducation qui, au début, a commencé à zéro et aujourd'hui, pour moi, fait le bonheur et l'espoir de certaines personnes. Et on espère être encore l'espoir de tout un chacun dans ce pays. Ok, très belle description. Bon, maintenant, nous allons développer tous les points un par un, entrer en profondeur. D'accord. Le but de ce podcast, c'est vraiment de déceler le côté entrepreneurial des invités qu'on va recevoir ici. Je sais que les personnes qui sont dans le domaine de la santé, en général, aiment s'identifier, oui, comme des professionnels de la santé, plutôt que des entrepreneurs. Bien sûr. Et moi, je considère que tu es un entrepreneur de par ton parcours, de par ce que tu as fait. Et maintenant, avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais déjà savoir quand est-ce que tu as su que tu veux faire de la physiothérapie? Est-ce que c'est venu en cours de route ou est-ce que depuis que tu étais jeune, tu y pensais? Est-ce que tu as des habitudes en toi qui ont fait que tu t'es dit que c'est la voie que tu veux suivre? Je crois que j'ai voulu être physiothérapeute sans le savoir. Pourquoi? Parce que toute ma vie s'est résumée à ça. Toute ma vie s'est résumée à aider les gens à faire des activités physiques souvent, J'ai aimé la santé. Mon père est vétérinaire et qui a toujours voulu que je sois dans le monde de la santé animale. Mais quelque chose me disait toujours que je devrais partir de l'autre côté. J'ai choisi l'autre côté. Mais 2 ans plus tard, j'ai eu d'autres options. Et parmi ces options, parce que j'étais un sportif de haut niveau avant, également parce que j'avais un oncle qui était spécialiste en qui était neurologue ou neurochirurgien, et j'aimais ce qu'il faisait. Et je me demandais toujours. À ce moment, tu avais quel âge à peu près? Environ 17 ans. 17 ans. Ouais. Ok. Je me disais toujours, mais comment je peux faire pour sauter les étapes et arriver à ce niveau rapidement? Je voyais toujours que ces patients étaient des personnes paralysées. Ils arrivaient tant que moi donner les options nécessaires pour qu'ils puissent se rétablir. Donc ma première option était ça. Comment je pouvais les aider à être comme lui, à être l'espoir de certaines personnes qui ont perdu leur motricité afin de se mouvoir. Mais je ne connaissais pas la physiothérapie. Mais un jour, parce que je fais également le lycée sportif, une bourse. Et en parenthèse, est-ce que tu peux parler un peu tu m'as dit tout à l'heure que tu étais sportif à un haut niveau. Ouais. Donc, tu faisais quoi, du taekwondo, si je ne me trompe pas? Oui, je faisais du taekwondo. Et tu as commencé ça à quel âge? Et puis, tu as fait combien de temps de long dans ce sport? Le taekwondo, je pense, j'ai commencé très tôt. Mais avant, je faisais du karaté, Shotokan. Je pense que environ 11-12 ans. Mais
Mais arrivé au lycée sportif, Mhm. en septième année, j'ai commencé avec le taekwondo. Et c'est vrai également que j'ai eu beaucoup plus d'ampleur en taekwondo qu'en Shotokan. Ok. Et moi, j'ai remarqué une chose. C'est un schéma qui se répète beaucoup Ouais. à plusieurs niveaux. Les sportifs, surtout qui jouent en compétition, ont vraiment, de manière générale, une sorte de rigueur qu'ils acquièrent dans le sport, mais au final, qui va s'étendre dans pas mal de domaines qui vont entreprendre. Beaucoup de sportifs de haut niveau, arrivés à un niveau de leur carrière, se lancent dans le business et en font de business à succès. Et penses-tu que ce sport-là, de par la discipline que ça donne et tous les autres aspects, ça t'a aidé un peu dans ta vie, dans ta carrière? Carrément. En fait, le sport te donne cette discipline. Le sport te donne également cette foi à mettre des objectifs et à les atteindre. Dans le monde du sport, c'est pas aujourd'hui je fais quelque chose aujourd'hui pour rester. C'est toujours pour Aller avancer. plus haut. Oui. Et pour aller plus haut, on doit toujours avoir des objectifs et la discipline est cruciale. Ok. Je me suis rendu compte que c'est un peu la même chose dans le monde entrepreneurial. Tu te rendras compte qu'on a toujours des objectifs, il y a toujours des obstacles. C'est la même chose avec le sport. Et tu te rendras compte qu'à chaque obstacle, c'est un tremplin pour monter en haut. Et ça, le sport te le donne. Le sport te montre également l'aspect collectif. Que tu ne vas pas y arriver Le travail d'équipe. Bien sûr, que tu as besoin d'autres personnes pour pouvoir y arriver. Et dans le monde entrepreneurial, ça c'est indispensable. Tu ne pourras jamais le faire seul. Tu auras toujours quelqu'un qui, de manière positive ou négative, va influer sur ton résultat. Oui. Et maintenant, bon, tu as eu donc plus jeune des références de ton côté qui t'ont inspiré, qui t'ont donné envie de te lancer dans le domaine de la santé. Maintenant, quel est le parcours que tu as suivi? Bon, par exemple, pour les gens qui me regardent, être physiothérapeute, je vais être physiothérapeute, quel parcours dois-je suivre? Et toi, spécifiquement dans ton cas, quel est le parcours que tu as suivi, les études que tu as fait, qu'est-ce que ça t'a appris jusqu'à maintenant? D'accord. En fait, comment je vais t'expliquer? Comme je te disais avant, j'ai étudié la physiothérapie sans savoir que ça s'appelait. Je voulais étudier la physiothérapie sans savoir que c'était la physiothérapie. Mais arrivé, il y a beaucoup de choses également qui m'ont aidé à vouloir prendre ce chemin. Notamment le milieu à laquelle j'étais. J'ai eu la chance d'être avec certaines personnes qui ont commencé à zéro et qui ont réussi. Qui ont commencé à zéro avec un idéal. Pas pour avoir de l'argent, mais un idéal. Parce qu'ils croyaient en quelque chose. La différence également, c'est que j'étais entouré de certaines personnes. Ces personnes qui ont pu faire ces step-up, ce n'étaient pas des personnes qui avaient tout. C'était des personnes qui ont commencé à zéro. À 0, 0, 0, 0. L'un des personnes qui m'a vraiment inspiré ne faisait pas la physiothérapie, par exemple. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était un journaliste. Un journaliste, ok. Ouais, c'était un journaliste. Mais juste avec un téléphone, aujourd'hui, sa page, elle est la 3e page la plus suivie dans le monde du sport dans le continent américain. Ok. Son nom c'est Carlos Hernandez. Il est actuellement en Espagne. Ok. Ça, je l'ai vu. Mon mentor également en physiothérapie, lui, il était aussi jeune que moi. Mais en 2 ans, juste avec un idéal, il a été une référence dans le monde du sport, dans les blessures. J'ai eu beaucoup de choses, beaucoup de personnes devant moi qui ont commencé à zéro, juste avec un idéal. Et moi, ok, juste avec un idéal. Et moi également, j'avais un idéal. Mon idéal, c'était quoi? Permettre à ces personnes, permettre à toute personne d'avoir une bonne qualité de vie.
à travers la santé. Ouais, la santé. Donc, comment je pouvais l'offrir? C'était avec ça. Ok. Bon, cette partie-là, tu vas pas raconter, mais tu as eu une bourse, je pense, Oui, après le bac, oui, pour aller au Venezuela. oui, bien sûr. Et c'est là-bas que tu as eu à apprendre la physiothérapie. Bien sûr. Et durant ce parcours, parce que je sais que quand on arrive à un certain niveau de vie, beaucoup de gens pensent que c'était un acquis. Ils ne voient pas la souffrance qu'il y a eu derrière. C'est pour ça que je n'ai pas voulu forcément commencer ce podcast directement par le côté entrepreneurial, mais aller petit à petit sur les échelons. Et je sais que pendant les études, là-bas, tu as eu pas mal de difficultés. C'est vrai qu'il y a certaines histoires qui vont pas être faciles à raconter, mais les jeunes ont besoin de ce genre de message. Vraiment, on essaie tout le temps de leur montrer la partie immergée de l'iceberg. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on se plonge dans l'histoire que tu as vécue à l'étranger, vraiment les moments de difficulté. Est-ce que tu as eu des phases où tu t'es dit, est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais lâcher prise? Mais qu'est-ce qui t'a permis aussi vraiment de garder cette constance jusqu'à arriver à la fin de tes études et ensuite on parlera de la vie que tu as venue au Mali? D'accord. Je pense que la question est très, très intéressante. Vu que même aujourd'hui, tout ce que les autres voient, c'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est ça. Ce qui n'est pas énorme. On peut mieux faire. Bien sûr. Mais ce qui a été fait n'est pas connu. La vie d'un étudiant, surtout dans un autre pays, est trop compliqué. Nous avons été dans un pays qui ne disposait pas de consulat ni d'ambassade Mali. Nous avons vécu dans un pays dans une capitale qui, en son temps, en 2017, était considérée comme la capitale la plus dangereuse au monde. Si je te dis la plus dangereuse, c'est-à-dire à 19h, tu ne peux pas être dans la rue. Pourquoi? On a un frein sur ça. Ok, donc tout le monde est armé dehors. La majeure partie est armée. Ok. Le rythme de vie était infernal. C'est-à-dire, même avoir le pouvoir financier pour acheter quelque chose était difficile. Il y a eu un moment où ce pays avait également un problème avec les États-Unis. Ok. Donc, et la bourse qu'on vous donnait ne suffisait pas? Non, ne suffisait pas. Les parents pouvaient envoyer. Le problème également qu'il n'existait pas de système bancaire pour pouvoir avoir accès à ça. Donc, impossible que vous receviez de l'argent. C'était impossible. Il n'avait pas de système financier sur place pour en bénéficier de cette aide faite par les parents, qu'on a créée après, parce que c'était intenable. Donc, au début, il n'avait pas de système bancaire qui te permettait de faire ça. Okay. Et le plus étonnant est qu'arrivé à un moment, on avait peut-être eu une ou deux manières de s'en sortir. Mais en ce moment, il avait un problème entre les États-Unis et le Venezuela. C'était quoi la méthode pour s'en sortir à peu près? La méthode pour s'en sortir, la miséricorde des musulmans, je peux dire ça. Okay. Pourquoi? Parce qu'à chaque Ramadan, on avait également un groupe de musulmans, c'était des Arabes, qui offraient cette aide. À d'autres musulmans pour qu'ils puissent s'en sortir. D'accord. Mais nous, on en a bénéficié. Il a eu ce moment. Mais avec tout ça, il y avait un moment où tu pouvais avoir de l'argent. Tu ne peux pas acheter. Pourquoi? Parce qu'il n'en avait pas. Tu pouvais avoir de l'argent, mais tu ne pouvais pas acheter. Tu ne peux pas acheter. J'ai pas compris. Il n'y avait pas acheté. Et pour pouvoir acheter, il fallait pouvoir accéder à une zone qui était très dangereuse. D'accord. Parce que, comme je te disais avant, c'était un pays très dangereux. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Les béaba. C'est quoi? Les béaba, c'est les petites choses que tu peux avoir pour manger, tu l'as. Ok. C'est pas qu'on mourrait de faim, non. Mais j'explique juste un format qui était là. C'était un pays où
Pour partir à l'école, tu mettais également les téléphones souvent pour pouvoir l'utiliser. Le téléphone ne pouvait pas être utilisé dans la rue. Ok, sinon, bah, on te kidnappe. On te Ok. kidnappe, on te tue pour un téléphone et c'est fini. Et maintenant, le but premier, quand tu es parti là-bas, c'était pour étudier. Oui, bien sûr. Donc, en étant dans ces conditions, je dirais même de précarité, comment tu arrives à te focaliser sur les études tout en gérant ces problèmes? Par exemple, tu n'es pas sûr tous les jours si tu vas manger ou que tes besoins premiers vont être assouvis. Comment tu arrives à gérer les deux dans une situation comme ça? Voilà, c'est ça la partie la plus difficile. C'est là où tu es obligé d'être fort. C'est là également où le milieu dans lequel tu te trouves t'aide à croire en ce que tu veux faire, en ce que tu veux faire dans le futur. On a des personnes qui ont abandonné. Qui ont abandonné. Oui, parce que les études également au Venezuela ne sont pas du tout faciles. Ok. Ce sont... J'aime pas les comparaisons, mais ce ne sont pas des études aussi faciles. Donc, c'est un autre monde. Ça te démontre que pour réussir, il faut l'écoute Mais quand tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont dans ce milieu, qui ont réussi, tu te dis, bon, je ne peux pas retourner dans le pays. Là, tout de suite, admettons qu'il y a des étudiants maliens, peut-être au Venezuela, qui découvrent peut-être cette facette, ou peut-être qu'actuellement, bon, la situation a changé un peu, a évolué, mais la personne a envie d'abandonner. Se dit, c'est trop pour moi, je ne pense pas pouvoir y arriver jusqu'à la fin. Toi qui es passé par cette étape, quel est le message que tu peux dire à cette personne pour qu'elle puisse continuer pour finir ses études? La question Qu'il se pose une seule question. Pourquoi il est là? Pourquoi c'est ici aujourd'hui? Pourquoi? Parce que on ne voyage pas, on n'étudie pas pour le plaisir. Plusieurs fois, on n'étudie pas pour le plaisir. Dans un futur, oui. Mais au début, quand on a la majeure partie, je peux dire 70% des étudiants qui apprennent bac, n'étudient pas pour le plaisir d'étudier. Ils étudient pour un objectif. C'est ça. Qu'ils pensent à cet objectif. Parce qu'une bonne formation, tu vas l'avoir. C'est un milieu également qui va certainement t'offrir la capacité de persévérer, la capacité de croire en quelque chose dont tout le monde croyait impossible. Et ça, c'est une étude que l'université ne te donne pas. Ça, c'est une étude que la vie t'octroie. Tu as senti des opportunités là-bas qui pourraient te satisfaire. Mais pourquoi tu t'es dit non, j'ai fini mes études, je vais vivre au Mali, dans mon pays, pour entreprendre? Pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Parce que j'avais un but. C'est ce que je disais depuis le début. En fait, c'est vrai qu'après les études, on a des opportunités. Je ne te cache pas. J'ai eu plusieurs opportunités dans plusieurs pays qui m'offraient on peut dire, un bon salaire, une commodité que mon pays ne pouvait pas me donner au début. Mais le Mali est un pays d'opportunités aussi. Le Mali est un pays d'opportunités à tel point qu'on peut dire que rien n'est fait. C'est un chantier. C'est un chantier. Et si on se rend compte qu'on a des objectifs, l'objectif est là, et on peut également, c'est vrai que ça sera dur, et on peut commencer à zéro et être un pilier et offrir quelque chose de différent. Pour moi, il faut le faire. L'objectif ultime n'est pas la partie financière, même si c'est ce qu'on veut. Moi, je ne te cache pas, je travaille nuit et jour pour ça. Mais ça ne doit pas être juste la partie financière. Au-delà de la partie financière, quels sont les autres points que tu vois? Les autres points que je vois. Pour moi, moi je veux qu'aujourd'hui le Mali soit un exemple de la rééducation dans la sous-région. Pourquoi? Et pourquoi pas pour le continent africain? Pour moi, c'est pas impossible. On peut le faire. Je vois souvent nos compatriotes partir d'autres pays
pour se soigner, pour s'opérer ou autre chose dans le monde Effectivement. médical. Oui. Moi, mon rêve dans un futur, c'est de travailler de telle sorte que le Mali soit un pilier, que les gens puissent dire, je veux venir au Mali parce que le Mali contient le meilleur éducateur du pays. Mm. Et quand on a un objectif qui est plus fort que soi, certaines commodités, on peut s'en passer. Bien sûr. C'est vraiment honorable comme objectif de penser comme ça. Euh, je vois chez beaucoup de personnes, de jeunes de nos jours, cette manque de volonté. Ils savent pas, par exemple, même moi dans mon entourage, je vois beaucoup des cousins, de jeunes frères qui, arrivés au bac, par exemple, ne savent toujours pas ce qu'ils veulent faire. Je sens qu'il y a vraiment une sorte de déconnexion par rapport aux ambitions. Ce genre d'objectif que tu te donnes, ce genre de chose qui t'anime, qui est de, ok, je veux que le Mali soit un pilier dans l'éducation dans la sous-région, qui te permet de te lever tous les jours, de matin au soir, du lundi au samedi, travailler très tard. C'est ce qu'on a envie de sentir chez tous les jeunes. Et donc, je le répète encore, le but de ce podcast, c'est vraiment de montrer par le prisme de plusieurs profils différents, profils sociaux, professionnels différents, que cette envie d'aller de l'avant, quand on l'a en nous, rien ne nous arrête. Et avoir ce genre d'idéaux à une petite échelle, à ton niveau, à mon niveau, mais aussi, c'est ça combiné qui va faire que le pays va avoir un élan général, donc maintenant, avoir un impact à une échelle plus grande. Donc, juste pour continuer, maintenant, ok, tu as fini les études. Bon, pour rappel, hein, maintenant, tu es le gérant et cofondateur du centre de physiothérapie PhysioFelms. Au moment où la vidéo va sortir, vous aurez des images et vidéos du centre, ce qu'ils font, bien sûr. Et vraiment, il y a eu un travail remarquable là-bas. Toutes les personnes, tous les patients qui y vont sentent une vraie différence par rapport à ce qui existe déjà ici. J'ai vu ce centre-là naître un peu, on va dire, à ses débuts, jusqu'à maintenant. Au moment où j'ai quitté là-bas, vous étiez à peu près peut-être à une vingtaine de patients par jour. Et l'autre jour, pendant qu'on discutait, tu me disais que vous avez fait une journée à plus de 100 patients la journée. Il y a une équipe qui est en constante évolution. Tu as des physiothérapeutes, tant en femmes qu'en hommes, qui aussi suivent cette dynamique. Mais je sais que tu n'es pas arrivé à ce niveau comme ça du jour au lendemain. Donc maintenant, comment tu as fait quand tu es venu au Mali? Quelles sont les activités que tu as fait qui t'ont mené maintenant à créer ce centre? Quels ont été les défis que tu as rencontrés? D'accord. Au début, en 2020, je me rappelle bien, quand je suis retourné, c'était un sentier, il n'avait rien. On se disait, mais quoi faire? Pour rappel, PhysioFelms, on a créé au Venezuela avant de venir. Notre objectif était clair, pouvoir faire telle chose. Un jour, j'ai appelé d'autres collègues, je leur ai dit, on ne peut pas rentrer comme ça, il faut qu'on soit unis, il faut qu'on soit une force pour dominer. Ça a été le premier erreur. La première erreur que j'ai commise. Dans quel sens? Dans le sens où c'est pas tout le monde qui va penser de la même manière. Bien sûr. Vous n'avez pas forcément les mêmes objectifs. Bien sûr. Il faut savoir choisir avec qui travailler. Et moi, je ne l'ai pas fait. J'ai voulu inclure tout le monde parce que je me disais que la nécessité était là. Et je me disais, bon, je ne peux pas travailler avec cette personne, laisser cette personne. Il y avait également ces complexes.
Mais c'était une erreur. Pourquoi? Parce que au Venezuela, avant de venir, on a vu d'autres personnes. On a vu dans le même groupe des gens qui étaient dedans. Avant de venir au Mali, se détachent. Ils se détachent du groupe. Bien sûr. Et ça fait. Bon, ça, c'est normal. C'est pour normal. moi. Peut-être il y a eu de corrélation de. Enfin, vous n'étiez pas sur le même niveau d'objectif. Oui, bien sûr. Mais quand tu as une équipe jeune, quand quelque chose comme ça passe, les autres se disent, est-ce que ça va réussir? Bien sûr. Et c'est ça qui a. Et ça, je l'ai suivi également ici. D'une manière où, au final, je me retrouvais seul. Je dis, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, bon, au début, je me suis dit, bon, il faut le faire seul. Si les autres vont venir. À ce moment, tu es ici. À ce moment, je suis ici. Je me suis dit, bon, il faut le faire. Si on ne le fait pas, si je ne le fais pas, si je ne démontre pas qu'on peut, que c'est réel, si mes collègues ne me suivent pas, comment je peux avoir quelqu'un qui peut m'aider financièrement à développer ce projet? Donc là, je me suis dit, bon, je commence à zéro, je démontre à moi-même d'abord que c'est possible. Après, je démontre également à mes collègues. À zéro, tu commences comment? À zéro, tu fais des consultations? Je fais des consultations et je travaille dans la cour d'une maison. D'accord. Littéralement. Dans la cour d'une maison? Littéralement. Il n'y a pas de structure? Non. Comment tu faisais pour que les clients sachent que tu es là? Non. En fait, j'avais un oncle qui connaissait un professeur, je l'ai approché pour dire qui est-ce que j'étais. J'ai un oncle également qui, depuis le Venezuela, me dit, bon, je crois à ce que tu fais, il y a un espace, viens, démontre ce que tu veux. Mais quand je suis arrivé, il n'y avait pas de place. Là-bas, c'était un centre? Non, c'était la cour encore. C'était un cabinet médical. Okay. Mais il n'y avait plus de place. J'avais une place en haut, mais la majeure partie de mes patients sont dans un fauteuil roulant. Comment les transporter? Donc, je travaillais dans la cour de la maison. Okay. Dans la cour de la maison, littéralement, que tu pouvais venir pour saluer. Tu nous vois. C'était gênant, mais c'était l'unique option à ce moment. Pourquoi également? Parce que quelqu'un qui vient au Mali et qui présente ses diplômes, je suis, les portes ne s'ouvrent pas parce que tu as un diplôme. Bien sûr. Et là, il faut comprendre. Et là, je l'ai compris. Je me suis dit au début, bon, mes autres collègues faisaient des stages pour se faire connaître. Beaucoup de nos... Je peux dire que l'audience peut dire pourquoi tu n'as pas fait ça également. C'était pas une option. Parce que ce que je voulais démontrer, ce que je voulais offrir était différent de ce que j'allais retrouver là-bas. Et j'ai très vite compris. Donc, si je comprends bien, tu as senti que l'option pour aller vite, souvent c'était peut-être pas pistonnage ou quoi, mais vu que toi tu veux vraiment montrer l'exemple comme quoi c'est possible de le faire par soi-même, donc tu as continué de le faire seul. Donc peu à peu il a une maison qui s'est... C'était un salon qui s'est libéré. J'ai dit bon, on va pas faire toute notre vie ici. On est rentré. À l'intérieur? À l'intérieur. Et après, on a eu à côté une maison qui s'est libérée. Nous sommes rentrés. Nous avons dit, bon, aujourd'hui, on entre. Après, on a eu également une petite chambre qu'on a transformée en salle de consultation. Et comment tu fais à ce moment? Tu n'es pas connu du grand public, ou même dans le milieu de la physiothérapie ou de la kinésithérapie. Comment tu fais pour acquérir tes premiers clients? Et bon, au moment où tu entres au niveau du salon, combien de clients tu avais déjà à peu près à ce moment-là? 1, 2, 3, je ne sais pas, mais c'était très peu. Mais c'était, mon oncle a dit à telle personne, ma soeur a dit à telle personne, de bouche à oreille. Donc les premiers patients, mais tu les as eu comment? Peut-être en allant vers eux? De bouche à oreille. Après, j'ai fait pas plein de cliniques. Je me suis présenté les services que je pouvais offrir. Et il y a une clinique qui m'a dit, bon, on fait un test. Je vois ton CV, je sais que c'est... En théorie, tu dois pouvoir faire quelque chose. Démontre-moi que tu peux faire quelque chose.
Et c'était une opportunité comme ça que j'attendais. J'ai fait une fois, 2 fois, 3 fois. Et après, on m'a dit, bon, c'est vrai qu'il donne de bons services. Les clients, les patients étaient contents? Oui, les patients étaient satisfaits. Mais également les promoteurs et d'autres médecins m'ont connu à travers cette clinique. Après, j'ai fait d'autres cliniques également. Rappelle-toi, avant d'aller au Venezuela, j'ai fait un peu la médecine. J'avais d'autres collègues également. Je les ai approchés, je leur ai dit, bon, je veux faire ça, ça, je vais faire ça. Donc, peu à peu, on m'a recommandé. Pour la petite histoire, quand on travaillait également dans la cour, je peux te dire, j'étais la personne qui ouvrait la porte quand les patients venaient. J'étais le bracantier, je mettais le patient. Tu faisais le reçu aussi? Bien sûr, je te dis, bien sûr, j'ai fait la consultation. J'ai fait tout. Multitâche. Oui, j'ai fait tout. J'étais obligé. Bien sûr. J'étais obligé. J'avais pas les moyens financiers de prendre quelqu'un. Et là, mes premiers patients également, souvent mon oncle me donnait des patients et me disait, tu es obligé aujourd'hui de travailler, de démontrer à ces personnes que tu vaux quelque chose. Pour que demain, ces personnes peuvent te recommander à d'autres personnes. Et là, la partie financière se pose. Sinon, aujourd'hui, tu le fais gratuitement. Et il y a beaucoup de travail que j'ai fait comme ça, gratuitement. Des patients qui sont venus paralysés, ils ont fait des séances de rééducation gratuites. Ils ont récupéré. Mais c'est à cause de ces personnes que nous sommes là où nous sommes. Ce sont ces personnes qui ont commencé à donner la voix. Petite parenthèse, donc à tous ceux qui nous écoutent, quand vous n'avez pas d'opportunité, que vous êtes en manque d'opportunité, n'hésitez pas à donner des services gratuitement, temporairement, pour se faire connaître, montrer sa valeur, montrer ce qu'on sait faire. Et peut-être de fil en aiguille avec les recommandations, si tu fais bien ton travail. Donc ça, là où on en était, c'est que voilà, on a commencé à parler de quand tu es allé vers l'hôpital du Mali. Physiofem, ça a ouvert vers l'hôpital du Mali. Donc un centre vraiment extraordinaire, hein, parce que ça se démarque vraiment de tout ce qui existe au Mali actuellement. Grand centre qui accueille maintenant vous avez eu une phase jusqu'à 100 patients par jour. Donc maintenant, ce que beaucoup de gens remarquent là-bas, c'est que on sent la joie de vivre là-bas. En tant que gérant, comment tu arrives à faire en sorte que vraiment l'équipe soit soudée, que à chaque fois il y ait vraiment cette impression de joie, de bonne humeur, les gens, vous êtes à l'écoute des patients, ils sont vraiment heureux, contents quand ils sont chez vous? Bonne question. Je pense que ceci dépend de deux choses, fondamentalement. La première, c'est pourquoi nous sommes là. Comme je t'avais dit depuis le début, c'est pas juste l'étude qu'on a fait, mais on veut offrir du bien-être. Et le bien-être n'est pas juste physique. Le bien-être n'est pas juste physiologique. Il est également émotionnel. Donc, tout ce qui concerne la prise en charge d'un patient ou d'un être humain, dans notre centre, on inclut l'accueil, comment faire pour que la personne sente qu'il est chez soi. C'est l'un de nos principes. Le deuxième point, c'est que ça dépend de moi en fait. Je suis le premier responsable et tout va dépendre de moi. Les autres vont voir comment moi je vais me comporter avec les patients, comment je me comporte avec eux. Et ça, c'est contagieux. Et quand la personne qui est censée diriger, qui est censée montrer le chemin, prend une certaine tournure, les autres le suivent. Je pense que ça, ces deux fondamentaux sont un peu la base de pourquoi certains patients me disent les week-ends, j'ai hâte d'être à Physiofem ça le lundi, à cause de ce bien-être qu'on offre. D'accord. Donc il faut incarner l'image qu'on veut avoir de notre travail. Plus je suis à fond, plus je suis investi. Donc les employés, les collaborateurs essaieront de suivre ce pas. Bien sûr. Et à contrario, donc si on ne montre pas l'exemple, c'est vrai que les gens n'auront pas tendance à le faire.
Bien sûr. Ok, donc ça c'est une très belle leçon de management. Maintenant, je t'avais posé la question aussi de savoir comment tu vas gérer les éléments perturbateurs au boulot. Par exemple, un collaborateur qui n'applique pas ce qu'il faut faire comme il faut. Donc maintenant, dans ce genre de situation, comment tu gères ce genre de situation pour que la personne puisse suivre vraiment votre éthique de travail? En fait, il faut savoir qu'au centre, il a toujours des principes à suivre. On a des critères qu'on suit. Et la première personne qui répond à ces critères, c'est moi. Je pense que ça, c'est le premier secret. Tu ne peux pas imposer certaines choses à certaines personnes sans le faire. Il faut que l'exemple vienne de toi. Maintenant, même si souvent tu le feras, il y aura toujours quelqu'un qui va vouloir faire le contraire. Parce que l'être humain a ça dans sa nature. Et quand cette personne commence à briser les lignes, je l'appelle. Souvent, je l'appelle pas pour l'humilier, mais je l'appelle, j'ai cette discussion avec la personne pour que la personne puisse savoir que ça, c'est une ligne qu'on ne laissera pas passer. Souvent, les autres verront ce qu'on dit, n'écouteront pas, mais sauront qu'on a eu une discussion. Ça permettra également de mettre les autres à l'aise. Les autres sauront également que je ne donne pas une faveur à cette personne, que je donne les mêmes règles, les mêmes principes à tout le monde. Et ça crée une justice dans Oui. le groupe. Est-ce que tu as déjà eu des phases où maintenant tu as appelé la personne pour lui expliquer bon, que telle action n'est pas bien, comment il faut bien faire, et que par la suite, l'action se répète? Ouais, j'en ai eu. Comment tu gères ça? Exceptionnellement, j'en ai eu avec une seule personne qui a persisté. Aujourd'hui, nous ne sommes pas collaborateurs. Il n'est pas un collaborateur au centre. Mais pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de montrer cette image? Pas pour faire mal, mais pour interrompre quelque chose. Parce que moi, je sais que si lui le fait, les autres vont le faire. Si les autres le font, inconsciemment, ils vont détruire l'ambiance qui existe. Inconsciemment, ils vont détruire l'opportunité qu'on a pu créer pendant des années pour eux. Donc souvent, l'être humain est fait de plusieurs choses et on doit aider l'être humain également à savoir choisir ce qu'il veut. Mais bon gré, malgré que les problèmes, à l'instant T, la personne ne va pas le comprendre. Mais je peux t'assurer que, bon, 1 mois, 2 mois, peut-être des années, la même personne viendra te voir et la même personne te donnera raison. Ok. J'ai toujours connu ce Mustapha, jovial, accueillant, ouvert. Mais est-ce qu'il y a eu une phase dans tout ce processus où tu t'es dit, est-ce que je ne vais pas baisser les bras? Où tu as eu envie de baisser les bras? Sincèrement, pour l'instant, non. Non. Il a eu un moment difficile. Il a eu des moments difficiles où je me dis pourquoi. Mais pas au point de baisser les bras. Pourquoi? Parce que je pense que certaines choses, on le fait pas juste pour toi. Il y a plusieurs éléments et plusieurs personnes ou un objectif qu'on veut atteindre. Souvent, en voulant atteindre ces objectifs, il y a certaines personnes qui vont mettre les bâtons dans les roues, sachant que ces mêmes personnes vont en bénéficier. Et ça peut décourager. Un exemple de quelqu'un qui a essayé de te mettre des bâtons dans les roues? Oh, j'aime pas les exemples concrètement, mais même sans citer de nom, mais pour que les gens sachent aussi que ce genre de pratique existe et qu'il faut faire attention. Ok, je vois un exemple. Je te donne un exemple là. Il n'y a qu'une semaine. Quelqu'un qui me connaît très bien, qui connaît mon numéro de téléphone, avec qui j'ai déjà côtoyé, a vu quelque chose sur la filmée. A vu une vidéo qu'une patiente a filmée. Et sur cette vidéo figurait quelque chose qu'il n'avait pas compris. Donc la personne a utilisé cette vidéo, c'est un professionnel, pour dénigrer les centres.
Alors que tout mon combat reste dans que faire pour que pas juste le centre de physiothérapie, pas juste Physiofilms, mais que faire pour que les rééducateurs, les physiothérapeutes comme les kinésithérapeutes puissent avoir un certain renom, puissent être respectés. D'accord. Donc la personne a fait une vidéo en contrepartie pour dénigrer le travail, ou bien on a parlé à des professionnels? Non, c'est une personne qui a pris une vidéo. Et la personne n'a pas compris n'a pas compris la vidéo, n'a pas compris qu'est-ce qu'on faisait en fait. Donc, au lieu de me demander pourquoi tu fais tel exercice, la personne a publié cette vidéo dans d'autres groupes professionnels pour dire telle personne fait ce genre de pratique. Et c'est pas bon. Alors qu'il n'avait pas de problème. Je les ai dit, on m'a montré la vidéo, on m'a dit, bon, ils disent ça. J'ai dit, bon, je suis prêt à un débat, je suis prêt à vouloir les expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ça, avec des preuves scientifiques s'ils le veulent. Mais personne n'est venu. C'est allé tellement loin qu'on voulait emmener ça dans une autre instance. Jusqu'à ce que quelqu'un est venu et a mis un autre message. Ces centres-là, les centres les plus réputés du pays. Ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Ils ont des résultats que les autres n'ont pas. C'est compliqué d'expliquer la pratique même en détail. Non, c'était juste un enfant en train de marcher sur un tapis. Okay. Il avait deux professionnels qui tenaient la patiente pour que la patiente puisse marcher. Mais ils ne savent pas que pour apprendre à une personne à marcher, il faut ça. Donc pour lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il ne faut pas mettre un enfant sur un tapis, c'est ça? Bon, il n'a pas dit concrètement quoi, mais il a dit ce qu'on faisait n'était pas bon. Il dit bon. Sans argument. Sans argument. Il dit bon, si vous faites, s'il y a quelque chose qu'on fait qui n'est pas bon, dis-le. D'accord. Donc dans ce genre de situation, comment tu réagis à ça? Dans ce genre Parce que c'est l'image de ton centre qui est en jeu, et tu ne peux pas laisser passer ça comme ça. Donc comment tu fais pour vraiment de sortir de ça clean? J'ai eu des expériences comme ça et dans la plupart des cas, je ne réagis pas au moment. Je ne réagis pas au moment parce que je sens que les émotions souvent peuvent donner d'autres réponses qui ne sont pas adéquates à ce qu'on veut dire. Dans ce genre de moment, si la personne ne s'est pas directement mise en contact avec moi, j'attends. J'attends que la personne ait le courage de venir. Ou j'attends que l'ambiance se calme. Et dans ce cas, il y a toujours quelqu'un qui vient, qui demande, toujours quelqu'un qui vient, qui dit non, toujours quelqu'un qui vient, qui parle au nom du centre sans même que je ne parle. Mais si je me rends compte que rien n'est fait, je parle avec la personne. Ça me telle chose, je l'ai vu. Maintenant, on peut parler au cas. Je l'ai fait à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Maintenant, si après la personne ne le comprend pas. Mais surtout, il faut démentir ça publiquement aussi. Hein. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui vont continuer à penser que ce qu'il a dit est vrai. Ouais. Donc même si je pense, vous faites une vidéo là-dessus pour démentir, c'est quand même mieux que de ne pas en parler. Ouais. Voilà. Souvent, j'aime pas arriver jusqu'à ça. Pourquoi? Parce que je me dis, je vais donner plus d'ampleur aux vidéos. Mais plutôt que d'attaquer directement la personne, c'est pas forcément de ça dont je parle, mais prendre l'exemple que la personne a donné qui, pour lui, ne se fait pas, de montrer dans une vidéo, par A plus B, pourquoi ce n'est pas une mauvaise pratique. Peut-être sans même citer le nom de la personne. Ça, c'est une option que je viens d'apprendre aussi. Voilà. Donc, maintenant, quelles sont les stratégies de différenciation que toi, tu as mis en place pour vraiment te différencier des autres centres du Mali? Et aussi, quelles sont les pratiques que vous faites que tu penses ne se font pas ici? Quel était l'état de la physiothérapie ou de la kinésithérapie aussi, de manière générale, au Mali avant Physiofilms? Quelles sont les améliorations que vous avez apportées dans ce domaine? D'accord. D'abord, on essaie d'être dans les mêmes points d'égalité que les autres. Si je dis les autres, je parle d'autres pays développés en ces termes. Par exemple, je disais la rééducation virtuelle. C'est quelque chose qui n'existe pas qui existe aujourd'hui
dans d'autres pays qui sont vraiment développés. On essaie d'abord de mettre tout le monde dans un même point. Dans le sens où pour nous, c'est pas aller dans un centre de santé, n'est pas aller dans une boutique, acheter quelque chose et retourner. C'est un bien-être. Et nous, on veut procurer, on veut donner ça, on veut offrir ça. Un bien-être durant nos séances, mais également un bien-être psychologique. C'est pourquoi on crée une bonne ambiance dans nos locaux avant même que la personne puisse entrer. La formation. On peut dire que chaque 3 mois, on a une nouvelle formation, soit des mises au point, soit pour apprendre de nouvelles choses. Également, on essaie de démontrer que la rééducation n'est pas un massage. On ne va pas dans un centre de rééducation pour faire un massage, juste un massage. Mais c'est un ensemble de 4 choses. L'éducation, la thérapie manuelle, les agents physiques, les exercices physiques. On essaie également de donner le côté préventif, qui n'est pas trop connu au Mali, parce qu'on peut prévenir certains problèmes. Également, prendre les patients beaucoup plus précocement. Par exemple, un enfant qui a un retard d'acquisition psychomoteur, les enfants qui n'arrivent pas à se mettre debout au marché. Au Mali, on s'est rendu compte que ces enfants commencent la rééducation en 6 mois, 1 année, sous consigne des professionnels de santé. On essaie de leur démontrer que si on commence la rééducation aussitôt, on aura un résultat aussitôt. Et ces patients, ces enfants auront une vie saine. Également, leurs parents n'auront pas autant de problèmes. Qu'est-ce qu'on fait également? On fait de l'éducation. Dans notre centre, dans notre structure, on éduque, on forme, on informe. Il y a beaucoup de problèmes qui existent au Mali que la rééducation peut vraiment aider, mais à cause de la non-communication, ces patients peuvent souvent mourir, faire le reste de leur vie dans des conditions minables, alors qu'on peut, avec juste un peu d'information, on peut leur aider. Nous sommes un peu dans ce processus, informer, éduquer, prévenir et pourquoi pas traiter. C'est vrai que à chaque fois que maintenant j'y vais moins souvent qu'avant, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je mets un peu le temps sans me rendre chez vous, je vois qu'il y a une différence. Il y a des nouveautés. J'ai vu même la page TikTok naître à ses débuts, peut-être, où on ne vous communiquait pas assez. Et maintenant, vous faites des vidéos qui dépassent les 100 000 vues. Une page très dynamique où vous donnez des conseils sur la santé de manière générale, la physiothérapie, la rééducation. Et ça, vraiment, c'est un côté, je pense, qui est nouveau ici. En tout cas, à mon niveau, j'ai pas vu de centre qui communique de cette manière. Et donc, vraiment, j'ai senti ça. Et quand on entre chez vous, on le voit. La volonté à chaque fois de se surpasser. Donc, qui est vraiment tout à fait louable. Donc, maintenant, juste avant de passer à la partie suivante, est-ce que tu aurais peut-être des conseils, vu qu'on parle de physiothérapie, donc pour les gens qui vont regarder cette vidéo, vraiment des conseils pratiques que tout le monde peut faire, qui peut peut-être nous aider à améliorer notre bien-être au quotidien? Ouais, beaucoup me disent souvent que la santé est chère financièrement. Mais je leur dis souvent que si on connaît bien le corps humain, la santé peut être très moins chère. Comment? Il n'existe pas de traitement qui soit supérieur à une bonne nutrition et un bon mouvement. C'est-à-dire, si on arrive à bien s'alimenter, c'est pas dire de la bonne ou grosse bouffe, non. Savoir quoi manger, quand et comment. Si on sait également qu'on ne peut pas s'asseoir dans un bureau pendant 2 heures, pendant 3 heures, ça au moins faire une pause active. C'est-à-dire une pause active se résume à se lever, s'asseoir, faire un peu de mouvement et recommencer ce qu'on est en train de faire. Si on sait que le corps a besoin au moins de marcher pendant 30 minutes par jour,
on peut éviter beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies ou dysfonctions comme des mal de dos, des AVC, des problèmes de diabète, etc., des maladies chroniques, etc. On peut les prévenir. Mais si on continue sur cette vie de sédentarité, si on continue sur cette vie de il faut que je fasse tout pour avoir telle chose, j'ai pas le temps pour moi, on continuera à avoir autant de patients comme aujourd'hui. Ok. Et maintenant, quelle est ta vision d'avenir pour l'éducation, la physiothérapie et au Mali? Donc, où vois-tu le centre physiophène dans 5-10 ans? D'accord. 5-10 ans, je vois plusieurs centres de rééducation. Je vois une décentralisation, notamment au Mali, mais également dans les régions. Et pourquoi pas une représentation dans la sous-région. Je sens que si on continue sur cette lancée, on peut le faire. Maintenant, le problème, c'est que vous avez besoin de praticiens qui savent bien faire. C'est pourquoi il faut former. Voilà, donc tu penses que vous pouvez former ici à votre niveau, en pratique, pour que ils soient autonomes dans le traitement des patients? Je pense que c'est possible. On a peu à peu des institutions qui forment des professionnels. On peut également les réussir à encore avoir une certaine formation qu'on n'a pas accès. On peut la former. On peut je vois physiophène, il y a plusieurs types de rééducation, la rééducation cardiaque, respiratoire, neurologique et pédiatrique. Nous, on fait tout ensemble. On peut également, dans un futur, créer un monde femme-enfant, c'est-à-dire un bien-être femme-enfant où les femmes pourront avoir un bon contact. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune dans cette situation? Qu'il a raison que c'est dur, qu'il a raison que c'est compliqué. Il a raison également que nous sommes au Mali. Mais c'est justement à cause de ça qu'il va réussir. Dans d'autres pays, c'est pas aussi compliqué que ça. On a déjà une opportunité et il faut juste y adhérer. Mais au Mali, on a l'opportunité de tout commencer à zéro et de montrer le chemin. Et c'est ça son opportunité, c'est ça sa force. Je lui dirais également que c'est pas parce qu'il ne connaît pas que les gens ne s'y intéressent pas. Mais l'être humain est fait d'exemples. L'être humain veut voir quelque chose qu'il peut voir, comprendre. Qu'il commence à tracer son chemin. Qu'il fasse les chemins, qu'il ne brûle pas les étapes. Qu'il accepte certaines choses. Qu'il accepte de démontrer, d'avoir une preuve de ce qu'il prétend pouvoir faire. Et avec ça, et juste ensuite, après ça, qu'il aura une opportunité. S'il arrive à démontrer que ce qu'il dit est vrai, s'il arrive à démontrer qu'il a le cran de le faire, s'il arrive à démontrer qu'il est prêt à souffrir, qu'il est prêt à même profiter de la souffrance, souffrance c'est un gros mot, mais des difficultés pour pouvoir arriver, il y arrivera. Si nous on a pu le faire, si nous on a pu commencer un chemin, pourquoi pas lui? Ok, la persévérance. Parce que souvent on parle de la motivation, que d'être motivé. La motivation, c'est un flux. Ça peut venir aujourd'hui, tenir sur une semaine et descendre des fois. Et ce qui perdure, c'est la discipline. La discipline, c'est continuer à faire malgré les difficultés, malgré la fatigue, malgré les problèmes. Bien sûr. Donc, être persistant. C'est ça. C'est pas la motivation qui t'amène. Non. Parce que là, les entrepreneurs peuvent se dire ça. Chaque matin, on n'est pas joyeux d'être Bien au sûr. travail. Chaque matin, on n'est pas content. Chaque soir, on n'est pas content de travailler tard. Non. Mais on le fait parce qu'il y a une discipline qu'on doit accepter. Il faut être persévérant. Tant qu'on est persévérant, tant qu'on a une discipline, tant qu'on a une vision des choses, le reste viendra seul. Mais avoir une motivation n'est qu'éphémère. C'est juste un moment et ça disparaît. Ok. Bon, merci beaucoup, Moustapha. Vraiment, ce fut un plaisir de t'accueillir ici. Dans ce podcast, nous allons essayer toutes les semaines d'inviter
des personnes, des gens du paysage entrepreneurial malien inspirants, qui ont des histoires tout aussi intéressantes. Et le but, c'est vraiment de créer une nouvelle vague, un nouveau élan, créer des jeunes et même des personnes âgées, hein, tout le monde, d'amener une nouvelle dynamique au Mali, que tout le monde se surpasse, qu'on soit la nouvelle génération qui va bâtir le Mali et l'amener vraiment à des sommets. Maintenant, as-tu un invité que tu penses être vraiment intéressant, qu'on pourrait inviter sur ce plateau? Peut-être que tu vas nous aider à avoir une invitation de sa part. C'est une question piège. Non, je crois que je connais quelqu'un aujourd'hui qui peut vraiment faire ça, qui a une histoire inspirante, C'est qui? qui peut également démontrer aux autres que c'est possible. Mm. Il s'appelle Abdoulaye Bokom. Ok. Il est docteur également, il est neurologue, Ok. il est engolais. Bon, docteur, désolé, je t'ai grillé. Mais il faudra faire ce pas également. Ok. Donc, nous allons vous contacter très, très bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast et on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Merci.